Imaginez un instant que vous arrivez à l'hôpital dans un état désastreux. À la suite d'un accident, vous avez les narines qui saignent abondamment, une douleur atroce dans la poitrine et le bras gauche bousillé par de multiples fractures. Pour évaluer l'ampleur des dégâts qu'ont subis vos organes internes et vous apporter le traitement approprié, on vous prescrit une radio, tout naturellement. Mais pendant que vous vous installez pour faire cet examen, le médecin vous prévient. Cet examen est nécessaire pour vous sauver la vie, mais il y a aussi de très fortes chances qu'il vous cause un cancer à l'avenir. Êtes-vous toujours partant? Vous voilà donc face à un dilemme. Éviter la radiographie et traîner des organes internes endommagés tout au long de votre vie, ou alors faire la radiographie mais courir le risque d'avoir un cancer à l'avenir. Dans cette vidéo, nous ne vous dirons pas quelle décision prendre. Mais nous étudierons deux composants d'un appareil de radiographie grâce auxquels vous n'aurez jamais à faire un tel choix. Deux composants grâce auxquels vous pourrez faire des radiographies sans stresser. Deux composants grâce auxquels la radiographie sauve des vies sans les mettre en danger. Bonjour à toutes et à tous, je suis Soleil Balegel et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne consacrée au partage d'expériences et de connaissances. Dans la précédente vidéo où j'ai présenté le tube à rayon X, j'ai dit que les rayons X tels que produits par le tube ne sont pas suffisamment sains pour le patient. Mais dans la quête perpétuelle de perfection et de sécurité, pour remédier aux risques auxquels ils exposent les patients, l'on a recours à deux composants aussi discrets qu'importants, à savoir le filtre à rayon X et le collimateur. Commençons par le filtre à rayon X. Il se présente sous forme d'une plaque métallique dont l'épaisseur peut varier entre 0,025 mm et 2,5 mm. La plupart des fois, il est en aluminium. Il est placé entre le tube à rayon X et le patient et son rôle est de bloquer les rayons X qui, de par leur énergie, ne vont pas contribuer à la formation de l'image et seront donc inutilement absorbés par le patient. Mais pour mieux comprendre son fonctionnement et son importance, je vais vous rappeler en seulement 90 secondes comment se mesure l'énergie d'un rayonnement. Chaque couleur que nous voyons est un rayonnement électromagnétique constitué de photons et caractérisé par deux facteurs, sa fréquence et sa longueur d'onde. Et toutes deux sont liées par une formule mathématique que voici. À partir de la fréquence ou de la longueur d'onde, on peut calculer la quantité d'énergie que transmet cette couleur en joules ou en électronvolts grâce à cette formule mathématique. Concrètement, ça veut dire que plus une couleur a une fréquence élevée, plus son énergie est haute et plus sa longueur d'onde est basse. La lumière visible s'étale sur une plage comprise entre 400 THz et 750 THz. Lorsqu'on s'aventure plus haut ou plus bas que cette plage, on tombe sur des rayonnements invisibles mais qui trouvent des applications dans la vie courante. En radiographie, on exploite les rayons X qui s'étalent sur une plage comprise entre 30 πHz et 30 ηHz. On dit que le rayonnement est polychromatique parce qu'il est dans une plage constituée de plusieurs fréquences, contrairement aux rayonnements monochromatiques qui sont constitués d'une seule fréquence. Et leur énergie est comprise entre 100 électronvolts et 100 kV. On les classe également en deux catégories, à savoir les rayons X mous dont l'énergie est comprise entre 100 électronvolts et environ 10 kV, et les rayons X durs dont l'énergie est comprise entre environ 10 kV et 100 kV. Les rayons X mous et les rayons X durs interagissent différemment avec le corps humain. Nous verrons ces interactions plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais à l'échelle macroscopique, trois phénomènes ont lieu lorsqu'un corps est exposé aux rayons X. On a tout d'abord une partie des rayons qui ne subissent rien, c'est-à-dire ils traversent le corps et vont former l'image. On parle de transmission, ces rayons sont transmis. Ensuite, on a une deuxième partie qui entre dans le corps suivant une direction, mais ressort suivant une autre direction. On parle de diffusion, ces rayons sont diffusés. Et enfin, on a une troisième partie des rayons qui entrent dans l'organisme, mais n'en ressortent pas, parce qu'ils cèdent toute leur énergie aux cellules qui s'en retrouvent endommagées. On parle d'absorption, ces rayons X sont absorbés. Et les rayons X mous n'ont même pas suffisamment d'énergie pour traverser le corps. Ils sont donc totalement absorbés, contrairement aux rayons X durs qui ne le sont que partiellement. La solution adoptée pour ne pas exposer inutilement les patients à ces rayons mous, qui de toute façon ne formeront pas l'image,
consiste donc à mettre une plaque métallique juste après le tube à rayon X. Et cette plaque sera chargée d'intercepter les rayons mous avant qu'ils n'atteignent le patient. Il s'agira d'une plaque suffisamment épaisse pour bloquer les rayons mous, mais aussi suffisamment fine pour laisser passer les rayons durs utiles à la formation de l'image. On dit qu'on a durci les rayons parce qu'on a bloqué les rayons mous, on a laissé passer les rayons durs. Cette opération conduit également à la diminution de l'énergie totale transmise, mais à l'augmentation de l'énergie moyenne. Il faut aussi savoir que le filtre n'a pas toujours pour but de bloquer les rayons mous. Parfois, il est aussi destiné à bloquer une certaine plage de rayons durs grâce à un phénomène physique qu'on appelle seuil K d'absorption des rayons X. Pour faire simple, ce phénomène désigne tout simplement une forte absorption des rayons X dont l'énergie est légèrement supérieure à l'énergie de liaison de la couche électronique K du métal. Si vous voulez en savoir plus sur les couches électroniques d'un atome et leur énergie de liaison, vous pouvez suivre ma vidéo précédente. Le seuil K d'absorption des rayons X est donc propre à chaque matériau, à chaque métal, et lorsqu'il est très faible, comme c'est le cas pour l'aluminium, il n'est pas réellement exploité. Mais lorsqu'il est élevé, comme c'est le cas pour le molybdène par exemple, il peut être utilisé pour éliminer les rayons X dont l'énergie est supérieure à une certaine valeur, en l'occurrence l'énergie de liaison de la couche K du molybdène. Entre leur naissance dans le tube à rayons X et leur passage dans l'organisme du patient, les rayons X subissent en réalité deux filtrations. Suite au rayonnement caractéristique et au rayonnement de freinage, voici l'allure qu'ont les rayons X à leur sortie de l'anode. Mais les rayons les plus mous n'ont même pas suffisamment d'énergie pour traverser la paroi de l'enceinte en verre, l'huile de refroidissement, la fenêtre de beryllium et le miroir du collimateur dont nous parlerons plus tard. Ils subissent donc une première filtration et au terme de cette filtration, voici leur nouvelle allure. On parle de filtration inhérente. On subit la filtration inhérente et on ne peut pas la contrôler car elle est propre à la structure même du tube à rayon X. Et elle est équivalente à une certaine épaisseur d'aluminium qui varie en fonction du tube à rayon X. Après la filtration inhérente, notre rayonnement contient toujours des rayons suffisamment mous pour nuire à la santé du patient. Raison pour laquelle on a une seconde filtration qui s'appelle la filtration additionnelle. Elle consiste donc à mettre une plaque de métal juste à la sortie du tube à rayon X. Certains systèmes ont même des leviers qui permettent d'écarter ou d'intercaler le filtre. Contrairement à la filtration inhérente, la filtration additionnelle peut être contrôlée au travers de plusieurs facteurs. Comme premier facteur, on a le matériau même utilisé. Il est bien vrai qu'en radiographie, il s'agit plus souvent de l'aluminium. Mais il faut savoir qu'en fonction de l'application qu'on fait et en fonction même du type d'examen qu'on fait, il y a toujours une plage idéale de rayons X qu'on doit exploiter pour avoir la meilleure image possible et pour exposer le patient au minimum de rayonnement inutile. Et selon cette plage, on va donc privilégier le matériau qui laisse passer les rayons X qui sont contenus dans la bonne tranche d'énergie et qui bloque les autres rayons X. Ainsi, en mammographie par exemple, on exploite les filtres en molybdène et les filtres en rhodium parce que leur seuil K d'absorption est exactement à la limite de la bonne plage d'énergie utile pour l'examen des seins. Ils vont donc éliminer tous les rayonnements qui sont supérieurs à l'énergie nécessaire. Tandis que dans les scanners, on utilise beaucoup les filtres en étain. Et en radiographie dentaire, on utilise beaucoup les filtres en samarium. On a également des filtres composites qui sont une superposition de différents matériaux comme l'aluminium et le cuivre ou encore l'étain, le cuivre et l'aluminium. Ici, les propriétés de chaque matériau sont exploitées parce que chaque matériau va bloquer les rayons X qui sont sur une mauvaise plage d'énergie et grâce à ces matériaux combinés, on ne va laisser passer que la tranche d'énergie optimale pour le type d'examen qu'on réalise. Comme deuxième facteur tout aussi important, on a l'épaisseur du filtre. Car plus un filtre est épais, plus il bloque des photons de grande énergie. Aux États-Unis par exemple, le NCRP recommande que la filtration totale, c'est-à-dire filtration inhérente plus filtration additionnelle, ait une certaine valeur en fonction des kV qu'on va utiliser lors de l'examen. Pour les examens où on utilise moins de 50 kV, il faudra l'équivalent de 0,5 mm d'aluminium comme filtration totale.
Pour les examens dont les KV varient entre 50 et 70, il faudra l'équivalent de 1,5 mm d'aluminium comme filtration totale. Et pour les examens dont les KV sont supérieurs à 70, il faut l'équivalent de 2,5 mm d'aluminium comme filtration totale. Ainsi, par exemple, si je fais un examen à 60 kV et si ma filtration inhérente est équivalente à 1 mm d'aluminium, je dois avoir au moins 0,5 mm d'aluminium en filtration additionnelle pour que ma filtration totale soit égale à 1,5 mm d'aluminium. Parce que je suis entre 50 kV et 70 kV. Notons ici que le NCPR est un organisme américain, donc je ne suis pas sûr que cette règle soit valable dans tous les pays du monde. Comme troisième facteur, ça c'est un avis personnel, je vais ajouter la forme du filtre. Car en plus des filtres classiques dont on a parlé jusqu'ici, on a ce qu'on appelle les filtres compensateurs. Ils sont très rarement utilisés, mais ils existent. Et ils sont très utilisés pour les organes qui présentent une différence de densité. Par exemple, au niveau de la main, les os des doigts et les os du poignet ont des densités différentes, ce qui peut créer un certain flou. Et les filtres compensateurs sont utilisés pour compenser cette différence de densité et donc éliminer le flou. Comme exemple de filtre compensateur, on peut citer le filtre boomerang, le filtre lingot, le filtre prisme ou encore le filtre pente douce. À présent que le filtre a débarrassé le rayonnement des énergies indésirables, il reste un dernier point à améliorer afin de n'exposer le patient qu'à la dose minimale nécessaire. Imaginez que le médecin vous demande de faire une radiographie du coude gauche. À présent que vous savez qu'il est déconseillé de s'exposer inutilement aux rayons X, est-ce que vous accepteriez qu'on vous expose tout le bras juste pour une image du coude? Bien sûr que non. Et c'est là que le collimateur entre en jeu pour minimiser la zone d'exposition aux rayons X et minimiser la formation des rayons diffusés qui contribueront à rendre l'image plus floue. Le collimateur est un assemblage constitué de trois principaux éléments. Comme premier élément, on a des plaques de plomb. Plaques de plomb qui peuvent coulisser grâce à une commande. Par exemple, une paire de boutons rotatifs. Un bouton rotatif pour faire coulisser d'un axe et l'autre bouton rotatif pour faire coulisser dans l'autre axe. En coulissant, ces lames de plomb vont rétrécir ou agrandir le canal de passage des rayons X. Rappelons ici que le plomb, grâce à sa densité, bloque tous les rayons X. Le deuxième élément du collimateur est tout simplement une lampe qui va produire une lumière qui va nous permettre de voir la zone d'exposition aux rayons X. Car rappelons que les rayons X en eux-mêmes sont invisibles. Or, le manipulateur a besoin de voir la zone qui sera exposée. Et c'est donc grâce à cette lumière qu'il peut voir la partie du corps qui sera exposée aux rayons X. Et enfin, le troisième élément du collimateur, c'est tout simplement un miroir. Un miroir qui, grâce à son inclinaison, va réfléchir la lumière produite par la lampe pour qu'elle épouse parfaitement la trajectoire des rayons X. Après vous avoir peut-être effrayé en présentant les risques auxquels sont liés les rayons X, j'espère vous avoir surtout rassuré en vous présentant également une partie des mesures qui ont été mises en œuvre afin de garantir la sécurité des patients. D'ailleurs, je fais régulièrement des radiographies. C'est vous dire combien j'ai confiance en cette technologie. Et je parle d'une partie des solutions parce qu'il y a également d'autres éléments comme le DABmètre, l'AEC ou encore les accessoires plombés qui ont pour but d'améliorer la sécurité des patients et même des manipulateurs. Mais nous en parlerons une prochaine fois car nous n'avons pas le temps d'en parler dans cette seule vidéo. Je vous remercie donc de l'avoir suivi jusqu'à la fin tout en vous invitant à la liker si elle vous a appris quelque chose de nouveau, à la partager afin que d'autres puissent en profiter et à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, qu'il s'agisse d'une question, d'une remarque, d'une suggestion, d'une critique ou même d'un mot d'encouragement. Ça fait toujours plaisir et ça ne vous coûte rien. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous parlerons du détecteur et de la grille antidiffusante. D'ici là, portez-vous bien.